messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec Barthélémy Diaz qui n'envisage pas de reculer sur le recrutement de Guy Marius Sagna et du capitaine Touré. Le maire de Dakar menace de porter le combat devant l'Organisation internationale du travail. Vous l'entendrez dans ce 20h. Le Conseil constitutionnel rejette le recours des 17 députés de l'opposition pour annulation de la modification du code électoral. Pendant ce temps, l'ordre de passage des déclarations de candidature aux élections législatives déterminé ce matin à la suite d'un tirage au sort. Benno Bokk Yakaar arrive en 22e position, Yewwi Askan Wi 7e position. Le mouvement Passe-Passe va ouvrir le bal. Dans ce 20h, nous irons à la rencontre de Khadim Seck, un jeune tailleur qui a vu son rêve brisé par des agresseurs. Il a perdu l'usage de ses deux bras. Et puis les bonnes feuilles de la rédaction s'intéressent aujourd'hui à l'ouvrage de Cheikh Ndiaye intitulé Finances et comptabilité des collectivités territoriales au Sénégal. Ce sera en fin d'édition avec Ibou Diouf. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Et puis le procès des six sages-femmes plutôt impliquées dans la mort d'Astou Sorna se poursuit depuis ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Louga. Nous y reviendrons prochainement avec notre correspondant Thierno Fall qui suit en ce moment même les plaidoiries sur place. Barthélémy Diaz qui n'envisage pas de reculer sur le recrutement de Guy Marius Sagna et du capitaine Touré, le maire de Dakar qui menace de porter le combat devant l'Organisation internationale du travail s'est exprimé face à la presse cet après-midi. Vous l'entendrez certainement avant la fin de ce 20h, de même que la mouvance présidentielle également qui s'exprimait sur cette affaire. Ils ont fait face à la presse aujourd'hui, élément également à suivre dans ce 20h. Le bras de fer entre le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, et le président Sall, donc, qui a connu une nouvelle tournure suite à la déclaration du chef de l'État concernant les recrutements dans les mairies, alors que l'ancien patron de Mermoz Sacré-Cœur avait nommé le capitaine Touré et Guy Marius Sagna à l'hôtel de ville de Dakar des recrutements jugés illégaux. Que disent alors les textes? Voyons cela dans ce récit assigné Marcel Maroun. Un maire ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est soumis aux exigences de la loi et du règlement, sinon il est révoqué. Ces propos, tenus par le président Macky Sall le 3 mai, lors d'une rencontre avec les organisations syndicales, n'ont pas fini de faire réagir. En cause, ils visent les recrutements effectués à l'hôtel de ville de Dakar par le maire de la capitale Barthélémy Diaz, de l'activiste Guy Marius Sagna et du capitaine Touré. Le premier a été nommé au sein du cabinet du maire conseiller technique en charge des affaires sociales et de la réinsertion. Le second a été nommé conseiller technique en charge de la sécurité. Que dit justement la loi, ou plutôt le décret, plus exactement numéro 2020-30, fixant les organigrammes des collectivités territoriales. Dans le chapitre 2, dénommé dispositions particulières, dans sa section 2, article 9, il est indiqué que le cabinet du maire de la ville ou chef-lieu de région comprend un directeur de cabinet, une inspection des services municipaux, un assistant du maire et un chargé de communication et des relations publiques. L'administration des autres communes, elle, comprend le cabinet du maire, le secrétariat municipal et les services rattachés, la division de l'administration générale et des finances, la direction des services techniques et la division de l'état civil. Parlant de révocation, les proches de Barthélémy Diaz rappellent que le président n'a pas le pouvoir de le faire. En attendant, la sortie ce jeudi à partir de 15h de l'ancien maire de Mermoz Sacré-Cœur. Marcel Maroun, à propos de cette affaire, des citoyens rencontrés prônent plutôt un dialogue entre les deux entités pour l'intérêt de tous. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet, signé Mariam Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. Les relations difficiles entre la ville de Dakar et ses récents recrutements et l'État du Sénégal sur toutes les lèvres. C'est même le sujet de la discussion entre ces deux dames, trouvées dans la cour de leur demeure à la rue 15 Médina. Selon certains, il y a provocation de la part de l'un des partis qui
qui continue de faire de la politique. Mais l'État est prêt à collaborer avec tous les maires. C'est l'avis de cette dame. La ville de Dakar et l'État doivent s'entendre pour construire le Sénégal. En tout cas, l'État a tendu les mains à tous. Mais pour d'autres, le maire de la ville de Dakar est dans son droit. Il peut bel et bien donner du travail à n'importe quel citoyen. Il a le droit de recruter qui il veut. C'est juste pour aider. Avis que partage Maguette Diagne, il pense que les deux entités doivent collaborer. L'État est au-dessus de tous les pouvoirs dans une république, mais les mairies aussi ont des prérogatives. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Les recrutements dans les collectivités locales notés ces derniers jours ne semblent pas être du goût de l'État central. Sans citer personne, le chef de l'État, indirectement, met en garde le maire de Dakar. Un maire ne peut pas faire ce qu'il veut dans une république. Averti Macky Sall. L'annoncer dans les titres de ce 20h, le Conseil constitutionnel rejette le recours des 17 députés de l'opposition pour l'annulation de la modification du code électoral, réduisant le nombre de parlementaires élus à la proportionnelle de 60 à 53 élus. L'Assemblée nationale a voté le 15 avril dernier une loi maintenant à 165 le nombre de députés tout en augmentant le nombre de parlementaires appelés à être élus sur la liste majoritaire au détriment de la proportionnelle, ce qui ne serait pas conforme à la Constitution pour les camarades d'Aïda Mbokyo. Rappelez que cela a été à la conséquence d'un défaut d'accord entre les parlementaires de la majorité et de l'opposition sur une augmentation du nombre d'élus qui devait passer à 172 après l'érection de Keur-Massar, une localité de la banlieue dakaroise en département. Et puis le tirage au sort de l'ordre de passage des déclarations de candidature du 6 au 8 mai 2022, donc effectué ce matin par la Direction générale des élections. C'est suite à un consensus des coalitions et partis en lice pour le scrutin du 31 juillet. La DGE veut s'éviter des tensions lors du dépôt des déclarations de candidature. La coalition présidentielle arrive au 22e rang, tandis que Yahoo Askanui occupe la 7e place. En consensus accepté provisoirement, 25 listes iront aux élections législatives cette année, mais selon les acteurs politiques, des améliorations doivent être effectuées. Habib Faye, Diafaraba y était pour nous. Un tirage au sort de l'ordre de passage des déclarations de candidature du 6 au 8 mai 2022 est effectué par la Direction générale des élections. C'est suite à un consensus des coalitions et partis en lice pour le scrutin du 31 juillet. La Direction générale des élections veut s'éviter des tensions lors du dépôt des déclarations de candidature. La coalition présidentielle est au 22e rang, tandis que Yewwi Askan Wi occupe la 7e place. L'ordre de passage réel qui va faire foi, c'est ce qu'ils nous ont expliqué, ce qui veut dire qu'une position acquise aujourd'hui peut être remise en cause si lors de l'appel, la coalition n'a pas respecté ses dépôts et elle serait, le cas échéant, reléguée au dernier plan. Ça détermine aussi l'ordre de passage pour la vérification des parrainages et l'ordre de disposition donc des bulletins dans le bureau de vote. Et ceux qui arrivent dernier peuvent se sentir lésés. Provisoirement, 25 listes iront aux élections législatives cette année. Les acteurs politiques réclament des améliorations dans le processus de vote. Et ne pas laisser des possibilités qui remettraient tout le processus en cause. Et aujourd'hui, ces articles sont en totale contradiction, en totale opposition. Et on a voulu le signifier et les alerter pour que, à la prochaine revue, que ça soit justement traité. La société civile qui suit de très près le processus se félicite du déroulement. Ça veut dire que quand nos acteurs politiques prennent de la hauteur, on peut dépasser tous les problèmes qui se présentent à nous. Et c'est à encourager des démarches inclusives, des démarches consensuelles, la concertation en matière électorale. Les 25 mandataires des partis politiques, des coalitions de partis légalement constitués et des entités regroupant des personnes indépendantes désirent participer aux élections législatives du 31 juillet 2022 étaient tous présents au service du ministère de l'Intérieur.
La recrudescence des agressions qui préoccupent les populations dakaroises. La rédaction a rencontré une victime de son vrai nom, Khadim Seck. Le natif de Guédiawaye a vu son rêve brisé en une soirée alors qu'il cherchait de quoi manger. Comment ce jeune tailleur a vécu cette attaque brutale? Qu'est-ce qu'il devient après avoir perdu l'usage de ses deux bras? Élément de réponse dans ce sujet signé Maïmouna Ndiaye et Mardia. Tout peut basculer si vite. Il y a 7 ans, Khadim Seck faisait un tour dans son quartier, Guédiawaye. Il est 20h30. Une bande d'agresseurs l'attaque. Sa vie bouleversée à jamais. J'avais senti la nécessité de sortir acheter de quoi manger cette nuit-là. Il faisait 20h30. Je me rappelle, un combat de lutte venait de se terminer. J'avais 2 téléphones portables et un montant de 20 000 francs. Les 4 agresseurs qui m'ont attaqué au niveau du dos avec un couteau ont tout emporté, me laissant avec ces séquelles. Avant la tragédie, il était un ambitieux jeune tailleur. Je ne peux plus rien tenir, même pas une cuillère. Et pourtant, je vivais de mon métier de tailleur. Je faisais le tour de la sous-région. Un triste destin qui change son quotidien. Le père de famille n'arrive plus à joindre les 2 bouts. Je fais le tour des hôpitaux de la capitale, des scanners et des radiographies à n'en plus finir. Cet handicap m'a finalement ruiné et présentement, je ne fais rien comme métier. Fataliste, Khadim Seck l'est. Toutefois, il souhaite un appui conséquent pour une reconversion afin de ne pas s'adonner à la mendicité. Il espère aussi beaucoup plus de l'État pour assurer la sécurité de la population. Maïmouna Ndiaye, et puis les suites de ce litige foncier autour de 10 hectares à Dénu Sud entre les populations et en particulier ce dernier, procureur de son État, apporte les preuves de la légalité de sa possession sur les terres du TF 14403 dans la commune de Bambilor. Explication Abdou Diagne. Déni Guédiawaye Sud. Le titre foncier 14403, objet de litige entre les populations et un haut magistrat, n'a toujours pas encore connu le dénouement. Selon une source proche de cette affaire qui défraie la chronique à Rufisque et environ, des éléments de preuve attestent d'une réaffectation de 10 hectares par l'État au magistrat en question. Selon un document mis à notre disposition, contrairement aux allégations des populations, le magistrat en question disposerait d'un certificat d'inscription de la conservation foncière de Rufisque, d'un état de droit réel et d'un plan cadastral. En plus de cela, selon une information au niveau du cadastre de Rufisque, le terrain ne se situe pas dans une zone d'extension du village, encore moins dans le village, donc inhabité. C'est pourquoi des observateurs établis dans la zone de Déni Guédiawaye Sud s'étonnent d'entendre parler de 400 familles déguerpies et expropriées. Les prochains jours permettront d'apporter de la lumière sur ce dossier avec l'enquête ouverte par la DSCOS, Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol. Le procureur est ouvert à des concertations avec les populations de ce village de la commune de Bambilor, créé en 1906. Vous l'annoncez en début d'édition, Barthélémy Diaz qui n'envisage pas de reculer donc sur le recrutement de Guy-Marius Sagna et du capitaine Touré, le maire de Dakar qui faisait face à la presse menace de porter l'affaire devant l'Organisation internationale du travail. Je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Mamadou Fall et Modou Diop. Dites à qui de droit, même de bloquer même les salaires au trésor, je dirais à qui de droit de faire ce qu'il a à faire pour que les personnes qu'on contractait avec la ville de Dakar puissent honorer leurs engagements avec la ville de Dakar et que la ville de Dakar puisse aussi honorer ses engagements avec ces personnes. Dama décidé saisir le bureau de l'Organisation internationale du travail, parce que là, on va vous apprendre à vous battre. On va saisir le Bureau international du travail pour violation des articles numéro 111 et
et 190. Et je le rappelle, nous allons interpeller le bureau de l'Organisation internationale du travail ainsi que les centrales syndicales sur la discrimination, la violence et le harcèlement dont font victimes le capitaine Touré et Guy Marius Sagna. Les recrutements à la mairie de la ville de Dakar doivent respecter l'organigramme établi et les lois et règlements en matière de gestion des collectivités locales. C'est du moins l'avis des élus de la mouvance présidentielle qui ont fait face à la presse cet après-midi. Benno Bokuyakar donc qui appelle par ailleurs l'État à regarder de près ce qui se passe à la mairie de Dakar. Dissa Prera. La réponse de Benno Bokuyakar ne s'est pas fait attendre. Face à la presse, les responsables de la mouvance présidentielle rappellent au maire que la ville de Dakar n'est pas une entité indépendante. Donc, Barthélémy Diaz doit se conformer aux lois et règlements en vigueur. Encore une fois, il s'est livré à son sport favori, c'est-à-dire la fabulation, le mensonge, tout ça dans le but de jeter le discrédit sur l'État. Nous lui demandons de savoir raison garder et de se conformer au texte du Code des collectivités locales. C'est tout ce que nous lui demandons. Les collectivités locales sont des démembrements de l'État. Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure. Donc, soumises aux lois et règlements en vigueur dans ce pays. Une posture en total déphasage avec les règles établies en matière de gestion des collectivités locales. L'institution qui est la mairie de Dakar n'est pas un instrument de combat ou d'opposant, estime Bamba Fall. N'est-ce pas, le décret portant organigramme des collectivités territoriales a été très clair. Maintenant, on ne peut pas embaucher comme nous voulons, recruter comme nous voulons. On ne peut plus aussi se doter des conseillers, n'est-ce pas, des charges de mission à n'en plus finir. Le tout maintenant est réglementé dans un décret et nous devons nous conformer à ce décret. À ce jour, la ville de Dakar enregistre 1700 agents. Nul besoin donc, selon les responsables de Benno, de recrutement de personnel. Puis nous reparlons du procès d'Astou Sorna qui a démarré ce matin à Louga. Après les débats d'audience qui ont duré plus de 9 heures d'horloge, les plaidoiries donc ont commencé il y a environ 1 heure. L'avocat de la partie civile qui déclare les sages-femmes coupables a annoncé qu'il va saisir le juge d'instruction pour demander l'exhumation du corps sans vie. Pour lui, l'opinion doit savoir la vérité sur les causes de la mort d'Astou Sorna. Information donc de notre correspondant Tierno Fall qui suit ce procès pour nous. Cette année, le Sénégal va convoyer 100 822 pèlerins. C'est le quota que l'Arabie Saoudite leur a octroyé. La délégation générale du pèlerinage a droit à 2000 pèlerins et le reste s'est réparti aux voyagistes privés. Le package qui s'élève à 4 200 000 pour l'État va subir une hausse au niveau des voyagistes privés. Explication dans ce sujet signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Pour se rendre à la Mecque cette année, le pèlerin sénégalais doit casquer fort. 4 200 000, c'est le package fixé par l'État. On est dans une période de pandémie, et puis avec les guerres, le coût du fioul par-ci par-là, ça a augmenté un peu le coût du transport, les taxes ont augmenté également au Royaume d'Arabie Saoudite. Ça se comprend que les charges sur place également prennent un peu plus de coût. Un montant qui sera revu à la hausse chez les voyagistes privés. On ne peut pas faire notre package. On ne sait pas le prix de l'avion. Comment l'État a fait, ça c'est l'État. Mais ce qui est sûr, nous en tant que privés, on ne pense pas qu'on ne va pas aller à moins de 5 millions. Je ne pense pas. Pour l'édition 2022 du Hajj, le Sénégal a droit à un quota de 5 822 pèlerins. Dans ce lot, la délégation générale au pèlerinage a droit à 2000 pèlerins. La délégation générale au pèlerinage va convoyer 2000 pèlerins et les organisateurs privés 3 822 pèlerins. C'est la décision qui a été prise hier par l'autorité de la République. Et le reste est confié aux 288 voyagistes privés répartis en 15 groupements. Il y a 288 organisations et regroupées sur 22 ou 23 organisations. Le délégué général nous a appelé la dernière fois, il veut qu'on reste dans les 15 groupements.
C'est des groupements de 300, entre 300 et 400. Dans les nouvelles dispositions, l'âge du pèlerin est aussi limité à 65 ans. Mais peut-être que l'année prochaine, les choses vont changer. Mais en tout cas, pour cette année, limite d'âge 65 ans. Les voyagistes privés pour ce pèlerinage-ci privilégient la qualité pour les pèlerins qui devront se rendre à la Mecque cette année. Et le plus important, ce n'est pas le bénéfice. C'est de mettre dans de très bonnes conditions, aux pèlerins. Parce que si on dit voyagiste, c'est parce qu'il y a le pèlerin. S'il n'y a pas le pèlerin, il n'y a pas de voyagiste. Les formalités vont débuter vers le 11 mai. La délégation générale au pèlerinage attend pour les visites médicales l'accord du ministère de la Santé. Défis et enjeux des opérateurs de diffusion à l'heure du basculement à la TNT. C'est le thème de la rencontre de ce matin du réseau africain des télédiffuseurs. Cette deuxième assemblée générale fut également l'occasion de débattre des droits de passage, assiettes et stratégies de recouvrement et le modèle économique des sociétés de diffusion. Là-dessus, nous écoutons Amadou Abdoulaye Diop, interrogé par Mambiram Diouf avec des images d'Aléon Diagne. On discutait aujourd'hui des droits de passage, qui est une question centrale pour la viabilité des opérateurs de diffusion, mais surtout pour la pérennité du modèle économique. Donc cette question aujourd'hui est partagée en termes de difficultés par l'ensemble des diffuseurs et on se rend compte que quand même, il y a des mécanismes à mettre en place pour passer à la résolution définitive. Donc l'une des raisons fondamentales de cette réunion s'articule autour de ce sujet. Ensuite, nous parlons des problématiques de couverture que nous vivons à travers la densification de nos infrastructures et qui vont nous permettre de couvrir toutes les populations en garantissant une certaine équité sociale. Aujourd'hui, en termes de couverture, le signal est présent dans les 14 régions, comme c'est le cas de figure de l'ensemble de mes collègues dans leurs pays respectifs, mais nous faisons face, comme dans toute activité comme les télécoms ou de la diffusion, à des zones blanches. Aujourd'hui, il y a des zones ou des populations qui ne sont pas encore couvertes pour différentes raisons, pour le rayonnement du signal ou parce qu'ils sont dans une zone creuse ou dans un bassin où le signal n'arrive pas. Et donc maintenant, on est dans une dynamique d'optimisation, de renforcement de la densification de nos infrastructures afin de la porter un peu partout. À présent, les bonnes feuilles de la rédaction qui s'intéresse à l'ouvrage de Cheikh Ndiaye intitulé « Finances et comptabilité des collectivités territoriales au Sénégal ». Dans ce livre, l'inspecteur principal du Trésor et spécialiste de la décentralisation parle des finances locales au Sénégal et leur gestion. L'auteur également a fait focus sur la relation entre l'État et les collectivités territoriales. Ibou Diouf, Gervais-Yao. Un ouvrage sur la finance locale, fruit d'une longue réflexion, d'une compilation d'expériences à la fois théoriques et pratiques pendant plus d'une dizaine d'années. Il était nécessaire de partager ces connaissances-là. Le constat était que également il manquait quand même un ouvrage. Il manquait la matière, soit les finances en tant que telles, mais également la comptabilité des collectivités territoriales, ce qui n'a pas été le cas auparavant. L'auteur s'intéresse aux finances locales et principalement à leur mode de gestion. Elle demeure une partie intégrante de la finance publique avec ses spécificités. En ce sens qu'il faut noter que ces entités décentralisées ne sont pas des entités indépendantes, mais plutôt des entités autonomes. Et que de ce point de vue, il y a forcément des relations financières, des interrelations financières entre l'État et les collectivités territoriales. Cheikh Ndiaye parle d'une démarche novatrice avec un état des lieux des finances publiques et une proposition d'amélioration. L'État local a besoin d'une redéfinition des critères d'établissement et de répartition. Et c'est dans ce sens que j'ai essayé dans l'ouvrage, à travers l'argumentation que j'ai adoptée, mais également en proposant soit une amélioration à travers un renforcement de la fiscalité par l'État, soit la définition des stratégies de recouvrement. Comment, à travers ces entités, arriver à un développement endogène, mais la difficulté qu'on a des communes à possibilités financières différentes. Il faut faire jouer ce principe de solidarité. Et ce principe de solidarité-là, c'est l'État qui l'organise, mais il faut qu'également au niveau collectif territorial, à savoir au niveau horizontal, qu'on puisse quand même également mettre en place un schéma de péréquation et un schéma de solidarité. Finances et comptabilité des collectivités territoriales au Sénégal et de l'auteur Cheikh Ndiaye, inspecteur principal du Trésor, qui a mis en avant sa casquette de spécialiste des questions
de décentralisation. Merci Boudouf. L'actualité internationale à présent avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Russie et le Mali qui a demandé au Togo de lui faciliter les discussions avec l'UEMOA, la CEDEAO et la communauté internationale. C'est avec Daniel Diouf. Les bons offices du Togo sollicités par le Mali pour renouer les relations avec les institutions régionales comme l'UEMOA et la CEDEAO. En visite dans la capitale togolaise depuis mardi, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a affirmé à Lomé que sa délégation est venue demander au président togolais, Faure Gnassingbé Eyadema, de soutenir l'effort de dialogue malien avec la communauté internationale et de prendre des initiatives de facilitation. Demande à laquelle les autorités togolaises ont répondu favorablement, mais l'initiative est pour le moment strictement bilatérale. Le chef de la diplomatie malienne qui a par ailleurs déclaré que l'objectif essentiel du gouvernement de transition demeure l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles et le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai de 24 mois. Par fond de scandale présumé en Côte d'Ivoire, depuis plusieurs mois, le ministère des Eaux et Forêts fait l'objet d'un audit pour un trafic de bois présumé. L'affaire a été révélée par Jeune Afrique il y a 10 jours. Dans un communiqué en date du 2 mai, l'ex-ministre des Eaux et Forêts dénonce une campagne de dénigrement. Certains de ses proches collaborateurs ont déjà été entendus par la justice ivoirienne. Alain Richard Donawi, qui n'a pas été reconduit à la tête du ministère au gouvernement lors du dernier remaniement en avril, selon certaines indiscrétions, pourrait être choisi comme le prochain président de la COP 15 qui s'ouvre la semaine prochaine à Abidjan. Le Cameroun, qui présidera le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine durant tout le mois de mai. Il s'agit de l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Une réunion extraordinaire de l'organe doit d'ailleurs se tenir le 28 mai prochain pour évoquer plusieurs sujets phares comme les problèmes de gouvernance actuels sur le continent, les crises humanitaires ainsi que le terrorisme. D'autres réunions doivent également se tenir sous la présidence camerounaise sur les thèmes comme la sécurité alimentaire. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est constitué de 15 membres non permanents bénéficiant de droits de vote égaux. 5 membres sont élus pour un mandat de 3 ans et 10 membres pour un mandat de 2 ans. Et puis, la Lituanie et la Pologne viennent d'inaugurer un gazoduc reliant les deux pays. Cette installation permet au reste des pays européens de s'approvisionner via la Lituanie et son terminal de gaz naturel liquéfié et de réduire leur dépendance au gaz russe. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, ce gazoduc long de 500 km est considéré comme une nouvelle arme contre la Russie. Actualité des sports à présent avec le Giraffe de Dakar, détenteur du record de sacre en coupe du Sénégal, éliminé dès le premier tour cette saison. L'Équateur sous la menace d'une exclusion du Mondial 2022 suite à une plainte du Chili. C'est au menu du round-up de l'actualité sportive, donc signé Chersadi Boudjara. Lutte pour démarrer. À 24 heures du démarrage des compétitions de la 22e édition du drapeau du chef de l'État à Diourbel. Toutes les délégations des 14 régions sont présentement dans la ville d'accueil. Ce jeudi, les organisateurs ont aussi procédé à la pesée, à la visite médicale et au tirage au sort. Passons au football avec une grosse surprise enregistrée lors des 32e de finale de la Coupe du Sénégal, jouée ce jeudi. À domicile, au stade Iba Mar Diop, l'ASC Giraffe est sorti par Kayor Foot, pensionnaire du National 1, sur le score de 2-1. Giraffe, 15 fois vainqueur de la Coupe du Sénégal, le record s'ajoute ainsi à la liste des clubs de la Ligue 1 éliminés où se trouvent Guédiawaye FC, AS Pikine et US Gorée, entre autres. Le football sénégalais, encore honoré, le président de la commission du football spécifique au Sénégal, Omar Gueye Ndiaye, est nommé membre de la commission du développement de futsal et du beach soccer de la Confédération africaine de football. Une nomination pour une durée de 2 années. Omar Gueye Ndiaye rejoint au sein de l'instance dirigeante du football africain, Maître Augustin Senghor et Malang Diédhiou. Pendant ce temps, l'Équateur, adversaire du Sénégal au Mondial 2022, risque de ne pas voir Qatar. C'est en tout cas la volonté du Chili qui a saisi la FIFA pour contester la validité de la nationalité équatorienne de Byron Castillo, le latéral de 23 ans.
Ce dernier avait pris part au match face au Chili en éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Chili porte plainte pour usage d'un acte de naissance falsifié, fausse déclaration d'âge et fausse nationalité. Le pays d'Alexis Sanchez dit détenir des preuves que Byron Castillo est né en Colombie le 25 juillet 1995 et non le 10 novembre 1998. De ce fait, le Chili espère disputer la Coupe du Monde 2022 à la place de l'Équateur. En Europe, si la troisième finale de l'histoire entre le Real Madrid et Liverpool en Ligue des Champions, prévue le 28 mai prochain, est sur toutes les lèvres, le Paris Saint-Germain, champion de France, est proche de conserver la star Kylian Mbappé. En fin de contrat, le 30 juin prochain, l'attaquant international français a semble-t-il trouvé un accord de principe avec le Paris Saint-Germain via son entourage. Une information du quotidien Le Parisien, très proche du club de la capitale française. Pierre vous dira une information démentie par la maman de Kylian Mbappé, il faut le préciser. Et puis allons à présent à la découverte de Mansourang Guidor Fall, élu meilleur gardien en D2 à Dubaï. L'ancien sociétaire de l'étoile Lusitana et des U17 du Sénégal ambitionne de s'affirmer dans les cages. Pape Faragning. Il a une taille imposante. Avec ses 1,88 m devant les buts, il est difficile de battre ce jeune gardien de but sénégalais. Actuellement, je suis le meilleur gardien de... Je suis actuellement le meilleur gardien du championnat de la deuxième division de Dubaï. Je suis le gardien numéro 1, titulaire 16 matchs sur 20, dont j'ai fait 10 clean sheets. Du championnat. L'ancien sociétaire de Lusitana évolue actuellement à Fursan Espina FC, un club dirigé par l'ancien du Real Madrid, Michel Salgado. Lusitana, sélection équipe nationale U17. J'ai eu ma première sélection quand j'étais à l'étoile Lusitana avec les U17 dirigés par Moustapha Seck et Dominique Colli. J'ai aussi voyagé avec l'équipe nationale au Qatar. J'ai joué beaucoup de matchs amicaux. J'ai eu aussi deux entraîneurs, Sidat Sarr et Gaspard Gomis. L'équipe nationale, coach Sidat Sarr et Gaspard Gomis. Mansourang a engagé beaucoup d'expérience malgré son jeune âge. Il est entraîné par de grands coachs. D'abord, j'ai commencé avec un club avant d'intégrer Fustan Espina FC. J'ai une très grande légende comme entraîneur qui a déjà entraîné de grands gardiens comme Iker Casillas et Thibaut Courtois. Il a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Le club aussi appartient à une légende du Real, Michel Salgado. Michel Salgado, président club B. Avec ses performances en deuxième division du championnat de Dubaï, Mansourang ambitionne de gravir les échelons pour intégrer l'équipe nationale du Sénégal. Et puis l'international sénégalais Sadio Mané habille les arbitres de Sédhiou en lot de matériel et d'équipement de montant de 10 millions de francs CFA. La cérémonie de remise a eu lieu à la mairie de Bambali. Aliou Dabo est le président de la Ligue régionale de football de Sédhiou. Il en parle au micro de Bakary Konté. De féliciter l'international sénégalais de football Sadio Mané pour son exploit, parce que inégalable en Afrique, parce qu'il a dépassé, je crois, les grands d'Afrique, et formuler des prières pour que cela aille de l'avant et qu'il soit champion, qu'il remporte la Champions League, et avec le Sénégal, son équipe, qu'il puisse remporter la Coupe du Monde. Sadio Mané qui vient d'octroyer en tout cas des équipements d'une valeur de près de 10 millions, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est des panneaux pour les arbitres, des maillots pour des arbitres et une enveloppe consistante pour accompagner le football jeune dans la région de Sédhiou. Alors on s'est réunis aujourd'hui, tous les acteurs du sport, la Ligue, le comité exécutif de la Ligue régionale de football, la CRA, les présidents, tous les acteurs en gros, et à côté de nous, il y a l'État, il y a l'inspecteur des sports, pour venir magnifier ce geste, mais aussi procéder à la remise officielle de cet équipement-là devant tous les acteurs de la région, à la CRA de Sédhiou. Donc nous le remercions, mais nous ne cesserons aussi de remercier sa famille,
remercier sa famille qui a fortement contribué à nous aider à s'asseoir avec Sadio, mais à nous aider à obtenir ce matériel. À la montre bouclée à ce 20h, on monte lutte avec le tirage au sort de la coupe du chef de l'État, le drapeau du chef de l'État plutôt, qui se tient à Diourbel à partir de demain. Dans la poule A, donc Diourbel, Sédhiou, Kolda. Dans la poule B, Thiès, Saint-Louis, Louga. Poule C, Fatick, Kaolack, Ziguinchor, Tamba. Et poule D, Dakar, Matam, Kédougou et Kaffrine. Au tournoi, donc le drapeau du chef de l'État à suivre en direct sur les antennes de la télé à Futur Média. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Je vous laisse avec Binta Diallo pour la deuxième partie de Soir d'Info.